ces joueurs passionnés de jeux vidéo qui font passer les interactions avec la machine avant toute chose, alors que cherchent-ils dans ces espaces virtuels, dans les interactions qu'ils ont avec leurs écrans? Alors il me semble qu'il y a 4 possibilités. Tout d'abord, il y a des personnes qui ont des formes d'attachement défaillantes, douloureuses, des personnes qui craignent toujours d'être abandonnées, de vivre des séparations dramatiques, et souvent d'ailleurs ces personnes ont vécu de telles séparations dans leur toute petite enfance et ont vécu ce que Winnicott appelle des agonies primitives, des angoisses terribles liées à des sentiments d'abandon qui, à l'époque, n'ont pas pu être gérés. Et puis, ces personnes ont grandi, et à l'adolescence, ces personnes découvrent la merveilleuse interaction des ordinateurs, et elles découvrent que dans un jeu vidéo, on peut se fabriquer un avatar. Et l'avatar est une créature bien particulière puisque elle a toutes les apparences du vivant et qu'en même temps, on est sûr qu'elle ne nous quittera jamais puisque c'est nous qui l'animons. Et je crois que la manière dont certains joueurs se scotchent à leur avatar est un peu le fruit de ce désir, nouer une relation avec quelqu'un dont on est sûr qu'il ne nous quittera jamais et qu'on pourra également ne jamais quitter. Et certains joueurs finissent par passer leur jour et leur nuit avec leur avatar, par se désocialiser et par garder ce lien extrêmement fort avec une créature qui leur assure dans tous les cas de rester attachés à eux, pour autant qu'ils restent eux attachés à elle. Alors d'ailleurs, cette forme de pathologie me paraît assez proche d'une certaine manière de l'anorexie, puisque le joueur qui s'engage sur cette voie-là finit par oublier son propre corps, par oublier de manger, oublier de dormir, oublier ses soins corporels, parce que la seule chose qui compte est cet attachement très fort qui le lie à une créature, son avatar, qu'il a décidé de ne jamais abandonner pour ne jamais se sentir abandonné par elle. Alors, ce n'est pas la seule possibilité. Il y a une deuxième éventualité, c'est le joueur qui va beaucoup plus rechercher les excitations. La recherche des excitations, non pas pour être submergé par elles, mais pour arriver à les maîtriser, pour arriver à les contenir. Et là, nous avons les travaux d'un psychanalyste qui s'appelait Paul-Claude Racamier, qui a écrit sur ce qu'il appelait la séduction maternelle primaire. Et Paul-Claude Racamier a bien montré que certains enfants ont été bombardés d'excitation, ont été malmenés par des parents intrusifs qui voulaient toujours avoir l'œil sur eux, les contrôler. Et je crois qu'à l'adolescence, un tel enfant va privilégier dans les jeux vidéo la possibilité de se faire le maître des excitations. C'est-à-dire qu'un tel enfant va pouvoir décider à travers son jeu d'avoir peu d'excitation ou au contraire d'en avoir énormément, mais dans tous les cas, cet enfant va être le maître des excitations et on peut dire qu'un tel enfant va prendre un peu sa revanche sur des situations du passé qui l'ont submergé. Cette fois-ci, c'est non seulement lui qui va décider du moment où l'afflux d'excitation va arriver, mais en plus, il va se donner les moyens de pouvoir toujours rester le maître, puisqu'au bout du compte, c'est lui qui va gagner contre la machine et donc qui va finir par arrêter le bombardement d'excitation que la machine lui impose. Donc là, on a non plus un rapport perturbé, un rapport précoce perturbé à l'attachement, mais un rapport précoce perturbé aux excitations, et donc une autre manière de jouer. Alors, il y a une troisième façon de jouer qui peut scotcher à un ordinateur, indépendamment des contenus, c'est la recherche d'un miroir d'interaction. Et là, les travaux les plus précieux sont ceux, bien sûr, de Daniel Stern, autour de ce qu'on appelle l'accordage multisensoriel précoce, le fait qu'un enfant qui interagit avec un adulte constitue cet adulte un peu en miroir d'interaction. L'adulte rit, l'enfant rit, l'adulte lève le bras, l'enfant lève le bras devant lui, éventuellement l'enfant bouge le bras et l'adulte accompagne ce mouvement par une vocalise, ou c'est le contraire, l'adulte bouge et l'enfant vocalise, mais en même rythme. Eh bien, toutes ces interactions qu'un tout petit noue normalement avec un adulte, elles vont pouvoir être retrouvées dans la relation d'un adolescent avec un ordinateur. Et aujourd'hui, il y a même une console de jeu qui est spécifiquement orientée sur cet accordage multisensoriel. C'est la fameuse Wii, un WII, une console qui vous permet d'interagir devant votre écran et d'avoir sur l'écran un personnage qui fait les mêmes gestes que vous.
Donc là, on est vraiment dans une recherche d'accordage multisensoriel. Alors, le problème, c'est que cet accordage peut s'effectuer de façon satisfaisante par machine interposée, mais cet accordage satisfaisant par machine interposée, malheureusement, n'ouvre pas vers un accordage dans la réalité, et il y a là tout un travail à faire pour permettre aux jeunes de passer de l'accordage avec sa machine à l'accordage avec un être humain. Et puis, dernière manière de jouer qui privilégie l'interaction, mais là aussi quand même un peu les contenus, même si ces contenus sont assez problématiques, c'est l'enfant qui va jouer pour construire une figure idéalisée de lui-même. Et là, la référence, c'est tous les travaux sur les formes pathologiques du narcissisme, les travaux d'un psychanalyste qui s'appelle Kohut. Et là, on a toute une recherche qui peut se faire sur la construction d'un personnage qui incarne l'idéal, et certains jeunes vont, comme cela, se créer une créature la plus extraordinaire possible, avec l'idée que quand cette créature va s'avancer dans les espaces virtuels, les autres créatures vont la saluer bien bas, s'écarter d'elle. C'est vraiment un triomphe de l'exaltation de soi, mais c'est un triomphe de l'exaltation de soi qui n'a rien à voir avec la réalité, puisque là encore, l'enfant va pouvoir se construire une créature extraordinairement séduisante et puissante dans le virtuel, alors que sa vie réelle sera de plus en plus pauvre et de plus en plus solitaire. Donc dans tous les cas où c'est l'interaction qui est privilégiée, je crois que c'est important que le thérapeute sache le reconnaître et sache aussi se constituer lui-même en partenaire privilégié d'interaction. Tant qu'on a affaire à un enfant qui privilégie les contenus, il est utile de lui demander de raconter ses jeux. Quand on a affaire à un adolescent qui cherche plutôt des formes d'interaction capables de guérir des interactions précoces décevantes, à ce moment-là, c'est beaucoup plus dans l'interaction, dans le vis-à-vis, dans le fait d'être un miroir de ce qu'il ressent, de ce qu'il manifeste. C'est beaucoup plus là qu'il faut se situer.